Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Fin des consultations à Matignon sur la réforme des institutions. Les présidents des deux assemblées sont les derniers à être reçus par Édouard Philippe. En attendant la copie définitive du gouvernement, franchira-t-il les fameuses lignes rouges fixées par le Sénat? Le débat est à suivre. Modifier la SNCF sans toucher à son caractère public, c'est le défi de la réforme ferroviaire. Elle se fera par ordonnance, bien plus vite que les préconisations de Jean-Cyril Spinetta, l'ancien PDG d'Air France qui était auditionné au Sénat. Vous l'entendrez dans un instant. Mayotte s'enlise dans la crise. La levée des barrages routiers qui paralysent l'île depuis 4 semaines n'a pas été votée, malgré la présentation d'un plan de lutte contre l'insécurité. On en parle avec Thani Mohamed Soilihi, vice-président du Sénat et sénateur de Mayotte. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous ces débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui au Sénat et Oriane Mancini en direct de Matignon. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, fin des consultations à Matignon. On va retrouver sur place Oriane Mancini. Oriane, c'est Christian Jacob et Bruno Retailleau, les présidents des groupes LR de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui ont été reçus en début d'après-midi. Oui Delphine, ils étaient les derniers présidents de groupes parlementaires à être reçus cet après-midi par Édouard Philippe. Bruno Retailleau et Christian Jacob qui se sont entretenus pendant 45 minutes avec Édouard Philippe. Et pour eux, il y a 3 points de blocage. D'abord, le non-cumul des mandats dans le temps. L'exécutif veut limiter ce cumul des mandats à 3. C'est la ligne rouge pour la droite. Autre point de blocage, la baisse du nombre de parlementaires. Alors, ils n'y sont pas opposés en soi, mais ils craignent que les territoires ruraux soient moins bien représentés. Et puis enfin, le 3e point de blocage, c'est l'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives. Alors à la sortie de son entretien avec Édouard Philippe, Bruno Retailleau s'est demandé quel sens le Premier ministre voulait donner à cette réforme et il a d'ailleurs pointé 3 risques. On l'écoute. Le premier risque à éviter, c'est d'affaiblir un peu plus le Parlement. Le Parlement, sous la Ve République, est très affaibli. Et là, les propositions qu'on nous propose, c'est d'affaiblir encore plus le Parlement pour donner une forme de toute puissance au chef de l'État. Et ça, c'est très risqué pour la démocratie française. Et beaucoup de groupes politiques vous diront la même chose. Je ne suis pas le seul à le dire. C'est un sentiment qui est très, très largement partagé. Le deuxième risque, c'est pour les territoires. Pourquoi pas l'abaissement du nombre de parlementaires? Mais attention, il faut que les territoires faibles en démographie, c'est-à-dire qui sont des territoires ruraux ou urbains, continuent à être défendus. Il faut qu'ils soient représentés. Et là, il y a un vrai risque que ce soit toujours les mêmes, la France rurale, territoriale, périurbaine, la fracture périphérique qui risque de s'accroître. Puis le 3e risque, c'est un risque qui concerne la démocratie. Moins vous aurez de parlementaires dans un département, plus les gens auront de difficultés à y avoir accès. Méfions-nous qu'à la longue, les gens se disent, ils sont encore plus coupés de nous parce qu'on ne les voit plus du tout. Forcément, s'il n'y a plus qu'un sénateur, qu'un député, ils ne les verront plus, ils ne pourront plus aller à leur permanence qui se trouvera de l'autre bout de leur territoire. Et du coup, on augmentera le fossé démocratique. Donc il faut, sur ces 3 risques-là, le gouvernement puisse bouger pour nous donner des assurances. Alors pour Bruno Retailleau, la porte du dialogue n'est pas fermée. Il souhaite toujours un accord sur ce texte, mais prévient-il, si accord il doit y avoir, ce sera un accord général, c'est-à-dire sur tous les points de cette révision constitutionnelle. Mais dit-il, pour qu'il y ait accord, il faut qu'il y ait dialogue et donc encore faut-il qu'on s'écoute. Pour lui, Édouard Philippe est resté campé sur ses positions cet après-midi. Édouard Philippe qui, fidèle à sa méthode, s'est bien gardé de détailler cette révision constitutionnelle. Alors peut-être en dira-t-il un peu plus à ses 2 derniers interlocuteurs, puisque François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, vient tout juste de faire son entrée dans la cour de Matignon pour un entretien prévu pour durer 1 heure. Et puis c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui conclura ici cette série d'entretiens avec Édouard Philippe sur cette révision constitutionnelle. Merci à vous, Oriane, et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Et on continue les réactions à cette révision constitutionnelle qui s'annonce comme un bras de fer avec le Sénat. Saveria Rojek, vous êtes avec le président de la commission des lois, Philippe Bas.
Absolument. Bonjour Philippe Bas, merci de répondre à nos questions. C'est vous, en tant que président de la commission des lois du Sénat, qui sera en charge de cette réforme de ce texte, de cette réforme des institutions. Quelle sera votre réplique si l'exécutif, si Édouard Philippe choisit de franchir ces fameuses lignes rouges édictées par Gérard Larcher? Nous avons exprimé nos convictions. Nous nous attendons à ce que le gouvernement exprime les siennes. Il proposera, nous disposerons, car une révision constitutionnelle demande le vote du Parlement. C'est tellement important, la Constitution. C'est notre pacte fondamental. Il y a la Déclaration des droits de l'homme dedans. Il y a la démocratie française. Tout ceci demande de la réflexion et demande aussi de la sagesse. Et puis, il faut donner du sens à la révision de la Constitution. Nous sommes pour plus de démocratie. Et plus de démocratie, c'est plus de Parlement. Ça n'est pas moins de Parlement. Nous sommes pour un lien plus fort entre les parlementaires et les citoyens. Nous ne sommes pas pour un lien distendu. Nous voulons que la démocratie française ait des espaces de respiration, qu'il n'y ait pas un président tout-puissant, un gouvernement subordonné, une Assemblée nationale déférente, mais bien un Parlement qui délibère. Précisément, où placez-vous le curseur ? Mais en ce qui nous concerne, nous avons dit tout ce que nous jugions important. Nous sommes d'accord sur le principe d'une réduction du nombre de parlementaires, mais à condition que la proximité entre les parlementaires et les citoyens soient garantis, c'est-à-dire que les parlementaires ne soient pas élus sur des listes nationales, mais soient bien élus dans des circonscriptions législatives, dans des départements, dans les territoires. Nous sommes d'accord pour le renforcement des droits du Parlement, pas pour l'affaiblissement des droits du Parlement. Et cette idée Nous sommes pour la qualité de la loi, cette idée de qui demande parfois droit un peu de temps. Absolument, mais cette idée, par exemple, de contingentement du droit d'amendement, est-ce que vous ne pensez pas, vous ne pouvez pas entendre que justement ça peut accélérer le travail parlementaire ? C'est certain, on peut accélérer le travail parlementaire en utilisant le vote bloqué, en interdisant les amendements, et puis demain en supprimant le Parlement. Alors là, vraiment, vous accélérerez les choses. Mais quel est notre but, à nous, Français ? C'est d'abord d'avoir de bonnes lois. Alors si ça prend une journée ou deux de plus, de temps en temps, pour délibérer sur la loi, pour respecter toutes les opinions, pour que, au fond, les représentants des Français, quels que soient leurs opinions politiques, soient pris en compte au Parlement. Eh bien, ce n'est pas du temps perdu. Et la réforme en est plus forte après, parce que tous les points de vue sont pris en compte. Faites attention aussi à ce que le gouvernement, qui est toujours très actif quand il s'agit de trouver des idées pour réformer le Parlement, puisse en avoir aussi pour réformer l'exécutif. Je crois qu'on a compris, je crois que le message est passé. Merci Je beaucoup. vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, Saint-Vérien. Un projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, premier pas vers un bouleversement profond de la SNCF et plus largement du rail français. Il pourrait également paralyser le pays. Demain, les syndicats se réuniront pour trancher sur l'appel à la grève. Samia Dechir. Les grandes lignes de la réforme étaient déjà connues. Elles ont été confirmées ce matin au Conseil des ministres avec la présentation du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Il prévoit l'ouverture à la concurrence. Pour les lignes à grande vitesse, c'est le modèle du libre accès au réseau qui a été retenu. La SNCF continuera à proposer ses offres TGV et des nouvelles entreprises viendront proposer des offres supplémentaires. C'est donc plus de TGV pour les voyageurs. Pour les lignes TER, en revanche, une entreprise ferroviaire pourra remporter l'exploitation totale d'une ligne sur appel d'offres des régions. L'autre grand volet de la réforme, celui qui fâche, c'est la question du statut des cheminots. Un statut que le gouvernement ne souhaite pas maintenir dans le recrutement des nouveaux agents. Les cheminots que je rencontre me disent que le statut, c'est la contrepartie des contraintes particulières liées à nos métiers. On est en train d'ouvrir le secteur à la concurrence. Ça veut dire que demain, il y aura d'autres entreprises ferroviaires avec des salariés faisant les mêmes métiers. Ces contraintes, il est clair qu'elles doivent être portées au niveau de la branche, de la convention collective, dans un souci d'équité. Le texte aborde également le futur statut de l'entreprise qui pourrait devenir une société nationale à capitaux publics. Pour tous ces changements, le texte autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. L'exécutif promet de poursuivre la concertation avec les syndicats. Pas de quoi rassurer l'intersyndicale pour l'instant.
Elle décidera demain d'un éventuel mouvement de grève reconductible. Et on continue les réactions avec vous, Saveria Rojek. À vos côtés, le sénateur socialiste du Doubs, Martial Bourquin. Martial Bourquin, sur cette histoire de la SNCF, de réforme de la SNCF, est-ce que l'état des finances actuelles de la société justifie l'urgence qu'est l'emploi des ordonnances? Pas du tout, parce que cette année, les comptes sont positifs. Et l'ouverture à la concurrence n'est pas pour maintenant. Ça s'est fait pour la Poste, il n'y a pas eu de drame. C'est l'urgence jupitérienne que nous avons aujourd'hui. Mais oui, monsieur Macron, après s'en être pris aux chômeurs, après s'en être pris aux immigrés, maintenant s'en prend aux cheminots. Il veut casser ce statut. On sait que les cheminots français sont parmi les moins payés d'Europe. On parle de leur statut comme un avantage en nature extraordinaire. Il n'y a rien de tout cela. Simplement, le vrai problème, c'est d'avoir les chemins ferrés du siècle prochain, c'est-à-dire du 21e siècle, et de faire en sorte qu'il y ait une négociation. On va retravailler par ordonnance. J'ai jamais vu. Mais par exemple, quand Nicolas Hulot, quand le ministre de l'écologie dit que la situation des clients de la SNCF est insupportable, il a dit ça hier, est-ce que c'est de la mauvaise foi grotesque? Je suis un très grand client de la SNCF. De par mes Votre années statut d'élu local. Faut pas plaisanter quand même. La SNCF fonctionne bien. Je vais un peu partout en Europe avec les différents chemins ferrés. La SNCF, vous savez ce qu'on fait? Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. La SNCF est une bonne compagnie. Martial Bourquin, très rapidement, une dernière question. Est-ce qu'on se dirige là vers un conflit majeur? Je pense qu'on peut se diriger vers un conflit majeur. J'ai l'impression que M. Macron s'en prend toujours aux plus faibles, aux plus humbles. On ne va pas présenter un cheminot comme un privilégié, nom de nom. Alors que nous avons redonné, écoutez bien, avec la loi de finances, près de 5 milliards aux plus riches, on présente le statut de la SNCF comme des nantis. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Très bien. Merci beaucoup. Merci Martial Bourquin d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci Saveria. Et Jean-Cyril Spinetta était entendu ce matin par la Commission de l'aménagement du territoire du Sénat sur son rapport. L'ancien PDG d'Air France a dû répondre aux nombreuses inquiétudes des sénateurs sur la fermeture des petites lignes SNCF jugées peu rentables et menacées de fermeture. Écoutez. Quelle est la situation du réseau français du point de vue de sa fréquence d'utilisation? Les chiffres sont dans le rapport, personne ne les a contestés, ce sont des chiffres qui sont tout à fait publics, mais ils sont impressionnants. 90% du trafic a lieu sur 30% du réseau et 2% du trafic sur 45% du réseau. Et donc ces chiffres, dans leur brutalité, amènent nécessairement à se poser des questions. C'est vrai que dans cette maison, on n'a pas la même vision que vous qui considérez finalement que les lignes, elles doivent être évaluées uniquement sous l'angle économique et social, en ne retenant pas du tout la dimension aménagement du territoire à laquelle nous sommes évidemment très attachés, d'où votre proposition de supprimer un certain nombre de petites lignes qui seraient évidemment extrêmement préjudiciables pour nos territoires et notamment pour les territoires les plus fragiles. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais vous répondre, je n'ai jamais proposé de fermer les petites lignes. Ce n'est pas dans ma responsabilité. Je n'avais certainement pas l'idée que je pouvais ainsi décider de décisions qui relèvent de la représentation nationale. Ce que j'ai essayé de dire, c'est la chose suivante. C'est qu'il fallait, me semblait-il, faire un bilan socio-économique de ces petites lignes. Et en ce qui concerne la ligne Paris-Orléans, Clermont-Ferrand-Lyon, les élus, à l'initiative du sénateur Rémy Pointereau, organisent aujourd'hui une rencontre en présence de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Objectif, obtenir des garanties sur sa faisabilité, mais sans Laurent Wauquiez, le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, grand absent du rendez-vous, Audrey Vietaz. C'est peut-être un train nommé Réconciliation entre Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. En tout cas, c'est un dossier que les deux présidents de région défendent fermement. Une ligne à grande vitesse qui traverserait l'Île-de-France, le centre Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Un projet qui dynamiserait ces territoires et soulagerait l'actuelle ligne Paris-Lyon. Mais voilà,
elle est en danger. Plusieurs rapports préconisent de reporter sa création. Alors ce midi, tous ses défenseurs se sont rués à son chevet. Objectif, formuler des arguments pour ne pas enterrer le projet. On est toujours combatif pour la ligne POCL, parce que c'est une ligne indispensable en termes d'aménagement du territoire. Et je voulais qu'on ait des arguments communs. Cette ligne, elle peut aussi complètement nous aider à désaturer les lignes du quotidien franciliennes. Donc c'est pour ça que je suis là. Tous les défenseurs étaient sur les rangs, sauf un, Laurent Wauquiez, qui s'était fait remplacer par la vice-présidente de sa région. Dommage pour l'image de cohésion. Je ne rentre pas dans les polémiques de ceci. Bien essayé, mais non. L'enjeu est pourtant de taille, car il s'agit ici de jouer contre la montre. Si on autorise l'urbanisation sur le tracé de la ligne, le moment où il faudra faire la ligne, ce ne sera plus possible. Autant d'arguments que le sénateur Poitreau développera cet après-midi auprès d'Elisabeth Borne, qui a demandé à le recevoir. Mais Laurent Wauquiez s'est entretenu ce matin avec Nicolas Sarkozy dans les bureaux de l'ancien président, un mois après la polémique des enregistrements et 3 semaines après ses excuses publiques. Le président du parti LR avait à cœur de faire oublier l'embarrassante séquence de l'école de commerce lyonnaise dans laquelle il avait critiqué l'ancien chef de l'État. Et à la veille du vote des militants socialistes qui sont appelés à choisir demain parmi 4 candidats, les 2 finalistes qui pourront briguer le poste de premier secrétaire le 29 mars. Luc Carvounas, un des prétendants, était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. Et il s'en est pris à l'actuel coordinateur du parti, Rachid Temal. Écoutez. Vous avez bien vu qu'on a changé un peu les pratiques dans ce congrès. À l'époque de Martine Aubry, quand elle a été candidate aux primaires, elle s'est mise en sommeil de ses fonctions dans les primaires récentes. Manuel Valls était Premier ministre, il a démissionné. Moi, le jour où j'ai été candidat le 30 novembre, le 1er décembre, j'ai envoyé un courrier à la direction collégiale pour dire je ne peux pas être jugé parti. Et ce que je vois, Harlem Désir n'a pas été jugé parti au moment des primaires. Et là, je vois, et je regrette, parce que Rachid Temal a fait un bon boulot de coordinateur, de venir un peu gâcher la fin de son travail en sortant de sa neutralité. C'est une faute politique ? C'est une erreur politique de sa part. Il aurait dû rester neutre. Alors Rachid Temal aurait-il dû rester neutre? Saveria Rojek, vous allez lui poser la question, il est à vos côtés. Absolument, bonjour Rachid Temal, merci de répondre à nos questions. Est-ce que vous auriez dû rester neutre? C'est l'accusation que porte Luc Carvounas ce matin contre vous. Luc est un ami, comme les 3 autres candidats. Moi, j'ai suivi... Un camarade. Un ami et un camarade, puisqu'on peut être camarade et ami. Moi, j'ai suivi les conseils de Luc Carvounas. Il dit qu'il faut être libre de son choix. Donc, en tant que militant, en tant que premier socialiste, j'ai fait un choix. Je m'en suis expliqué les raisons. D'ailleurs, tous mes prédécesseurs ont toujours fait des choix. Et donc, moi, je pense que là, il faut éviter la fausse polémique. J'ai pris une décision, j'ai exprimé mon choix, j'avais annoncé que je ferais un choix. Et donc, maintenant, il faut surtout que Luc se concentre sur les dernières heures, sur comment mobiliser pour qu'il puisse, les camarades puissent voter pour lui et qu'il ait la participation. Et plus sérieusement, toutes les décisions qui ont organisé le Congrès, ce qu'a fait le Congrès, ont été adoptées à l'unanimité de tous les candidats et leurs représentants. Donc, pas de fausse polémique. C'est un congrès qui permet de parler de l'avenir. Parlons de l'avenir du Parti socialiste, de la gauche. Rachid Temal, en ce qui vous concerne, donc Luc Carvounas, il parle d'erreur politique, car vous considérez que vous êtes sorti de votre neutralité. Il dit qu'Olivier Faure aussi aurait dû se mettre en retrait de sa fonction de président de groupe. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres dans cette élection, au final? Mais vous savez, je suis un homme politique, Olivier en est un. Luc Carvounas également. De façon la politique, quand un président de la République est candidat, il se retire. Quand Luc Carvounas a été candidat à sa succession comme maire d'Alfortville, il s'est retiré. Soyons sérieux. Luc voulait faire un peu de buzz ce matin. Et voyez, vous en parlez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que les militants socialistes se disent, ils viennent voter. Si je peux me permettre, nous sommes le seul parti en France à faire qu'il y ait des textes avec du fond et des propositions, des débats publics et un vote militant. Nous sommes le seul parti politique. Excusez-moi, il y a eu un débat pour les Républicains. Vous avez vu leurs textes? Non. La République en marche, vous avez vu leurs textes? Vous avez vu les débats? Vous avez eu des votes? Non. Et je peux continuer la liste. Le Modem, pareil, et les autres. Nous sommes le seul parti. Le Parti socialiste est le seul parti à faire cela. Donc, les militants socialistes qui votent à partir de demain, est-ce que la victoire peut encore échapper à Olivier Faure? Écoutez, il reste aujourd'hui quelques heures. Il faut que les 4 candidats qui sillonnent, je sais qu'aujourd'hui sont encore partout en France, leurs représentants, faites campagne, je leur dis, faites campagne à Luc, à Olivier, à Stéphane Emmanuel. Emmanuel, faites campagne.
soyez ceux qui rendaient la fierté aux Parti socialiste. Vous êtes là, vous êtes capable de présenter vos propositions. Il faut que les militants viennent voter demain, entre le 15 mars, entre 17h et 22h, puis le 29 mars, entre 17h et 22h. C'est ça qui est important pour moi. Est-ce que vous avez hâte d'être au lendemain de cette élection pour pouvoir justement passer à autre chose qu'à ces bisbilles politiciennes? Mais il n'y a pas de bisbilles, regardez bien, excusez-moi, le congrès est lancé depuis le 27 janvier dernier. Il y a là, c'est la fin, un peu de tension, rien de sérieux. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y a quelques mois, on parlait de la fin du Parti socialiste. Quelques mois plus tard, où j'ai assuré la direction du parti, on parle de l'avenir du Parti socialiste. C'est ce qui importe quand je vais dans les fédérations et que les militants disent merci. Voilà, c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Très bien, merci Rachid Temal, le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Saveria. Et on va prendre à présent la direction de l'hémicycle où nous attend Tam Tranui depuis la tribune de presse. Bonjour Tam, le projet de loi pour une société de confiance dans lequel se situe cette nouvelle disposition qui ouvre un droit à l'erreur poursuit son examen au Sénat. Où en est-on dans les discussions? Eh bien, sachez que la séance a tout à l'heure débuté sur un véritable coup de gueule poussé par un certain nombre de sénateurs, moins autour de l'esprit de ce projet de loi qui a pour objectif d'améliorer les relations entre les administrés et les administrations. C'est un sujet important, tout le monde s'accorde là-dessus. En revanche, les sénateurs jugent qu'un certain nombre de dispositions de ce projet de loi fourre-tout n'ont rien à faire dans un texte législatif. Tout à l'heure, et notamment sur cet article qui prévoit la mise en place d'un numéro non surtaxé pour les usagers des administrations. Très bien sur le principe, mais c'est une simple mesure organisationnelle, ont jugé certains sénateurs. Sortir la loi pour ça, ce n'est vraiment pas normal. Écoutez le sénateur Les Républicains, Roger Carucci. Sincèrement, mais où est-ce qu'on est? C'est le Sénat de la République. Et le Sénat de la République en est à débattre de savoir si on crée un numéro de téléphone et si ce numéro de téléphone doit être ou pas habilité à être joint, pas joint et tout. Mais la prochaine fois, faites-nous faire les circulaires. Même pas les décrets, les circulaires. Franchement, l'abaissement du Parlement à ce point, il y a des limites. Et si on en est là, eh ben, ne vous étonnez pas qu'on se pose le problème de savoir à quoi sert le Parlement. Franchement. Même son de cloche chez les communistes ou encore certains socialistes qui, grosso modo, trouvent que le débat dans l'hémicycle cet après-midi sur plusieurs points n'est pas bien passionnant, qui d'ailleurs s'en désole et appelle à relever la tête. Écoutez Jérôme Durin, sénateur socialiste. Sur ce texte, voilà, on est toujours entre quelque chose qui s'annonçait très triomphant et révolutionnaire et qui est un petit peu décevant. Alors, il faut prendre ce qu'il y a de bon. Nous allons le faire et que les numéros des administrations ne soient pas surtaxés, c'est une excellente chose. Mais pour le reste, on est un petit peu déçus. On va essayer de mettre du rythme cet après-midi pour qu'il y ait de l'enthousiasme. Mais malgré tout, il faut chercher au fin fond de nos tripes et de notre motivation pour soutenir ce travail parlementaire qui est un peu décevant parfois. Ambiance, vous l'aurez compris, la révolution promise par le gouvernement n'est donc pas vraiment au rendez-vous de ces textes. Il est vrai que les débats dans l'hémicycle cet après-midi portent sur de très nombreuses mesures assez disparates dont il est difficile d'apprécier la portée. Notez toutefois qu'il y a un certain nombre de mesures importantes qui ont été adoptées cet après-midi, notamment la mise en place d'un référent unique dans les administrations, un interlocuteur unique pour les administrés pour certaines de leurs actions, par exemple en matière de santé, en matière de recherche d'emploi. Autre mesure importante, eh bien, la mise en place d'une expérimentation pour simplifier les démarches pour obtenir certains documents d'identité, les passeports, les cartes nationales d'identité ou encore les permis de conduire. Cela, alors que certains sénateurs craignent des problèmes tout de même d'usurpation d'identité dans la simplification de ces démarches. Et bien sûr, l'adoption du pilier de ce projet de loi hier, l'article 2, article qui porte sur le droit à l'erreur, qui introduit cette notion selon laquelle il est possible de se tromper dans ses déclarations à l'administration sans risquer une sanction au premier manquement. Merci Tam pour toutes ces précisions. Cela fait maintenant 2 semaines qu'Édouard Philippe consulte et reçoit à Matignon les différents groupes parlementaires. Il termine aujourd'hui ses rendez-vous par les Républicains Christian Jacob et Bruno Retailleau avant de s'entretenir avec François de Rugy et Gérard Larcher, le président du Sénat, qui sera intransigeant sur le non-cumul des mandats dans le temps et la réduction du nombre de parlementaires. On voit tout de suite les points de désaccord avec Maud Guillot. Depuis 10 jours, les présidents des groupes parlementaires défilent dans le bureau du Premier ministre. Parmi les points de la réforme de la Constitution et des institutions, la restriction du cumul des mandats, 3 maximum consécutifs. Les
L'exécutif veut aussi instaurer 10 à 25% de proportionnel aux élections législatives. Autre réforme envisagée, une réduction d'un tiers du nombre de parlementaires. Sur ce dernier point, le gouvernement va trop loin pour les sénateurs communistes. On ne comprend pas les raisons de cette proposition qui pour nous est destructrice en fait de la proximité qu'exigent nos concitoyens à l'égard de leurs élus. Autre mesure polémique, la limitation du droit d'amendement des parlementaires. C'est une provocation, manifestement, que cette limitation potentielle des amendements en fonction de l'importance du groupe, en plus, c'est totalement contraire au principe même de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la République au sens large du terme. Le droit d'amendement est un droit individuel. Un parlementaire représente la nation. Il ne représente pas automatiquement son groupe. Du côté du groupe centriste, les sénateurs se veulent vigilants, mais confiants. Il faut que les parlementaires soient en mesure de pouvoir amender, travailler, contrôler le gouvernement. Et donc j'ai fait part de nos préoccupations concernant notamment le droit d'amendement, mais je crois qu'il y a des pistes de travail et je suis confiant sur le résultat de ces discussions. En cas de blocage au Sénat, l'exécutif brandit l'arme du référendum. Les négociations vont se poursuivre avant la présentation d'un texte à la mi-avril en Conseil des ministres. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Roger Carucci, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Éric Kerrouche, bonjour, sénateur socialiste des Landes. Claude Maruluré est également avec nous, bonjour. Vous êtes le président du groupe Les Indépendants République et Territoire ici au Sénat, sénateur de l'Allier. Merci à vous. Et Pierre Persson, bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Paris. Vous êtes en charge des élections et des territoires au sein de votre parti. On va bientôt connaître le dénouement, la copie du gouvernement. Première question pour vous, qu'attendez-vous de cette réforme des institutions, Roger Carucci? Ah ben moi j'attends rien. Donc de ce côté-là je suis assez serein. Je ne sais pas trop bien ce que veut le gouvernement. Si c'était renforcer le pouvoir du Parlement, mieux travailler, mieux organiser les débats, équilibrer la démocratie, bon voilà, et si ça passait par une réduction du nombre de parlementaires, très bien. Le problème, c'est que ce début plutôt prometteur a été vite gâché. On a dit, ah ben non, mais il faut rajouter d'autres choses. On a voulu rajouter la collectivité corse dans la Constitution, très bien. Et puis maintenant, on nous dit qu'ils veulent réduire le pouvoir d'amendement, en tout cas le droit individuel d'amendement. Je ne sais pas où ils veulent aller. Je ne sais pas où le gouvernement et le président de la République veulent aller. Alors, est-ce qu'ils veulent aller au Congrès ? S'ils annoncent la réduction du pouvoir d'amendement des parlementaires, il n'y a aucune chance au Congrès. S'ils rajoutent des éléments qui n'ont rien à voir avec la réduction du nombre de parlementaires, il n'y a non plus aucune chance au référendum. Alors je ne comprends pas bien, ou bien c'est aller dans le mur en klaxonnant, ou bien ils vont ouvrir les négociations à un moment quand même. Ouais. Pierre Persson, c'est vrai qu'on a l'impression au fil des discussions qu'on va avoir une sorte de réforme fourre-tout. Non, je ne crois pas. Il y aura plusieurs blocs. Ce que nous voulons déjà, tout d'abord, c'est qu'il n'y ait un retour à la 4e, ni une 6e République. C'est un renforcement aujourd'hui de la 5e. Parce qu'elle a perdu aussi de son efficacité, parce qu'aujourd'hui, eh bien, on n'est plus en 1950, et qu'il faut améliorer son fonctionnement, parce que c'est aussi l'enjeu de l'efficacité du pouvoir parlementaire, aussi de l'efficacité du rôle de l'opposition, et de reconceptualiser aussi le rôle du Parlement dans son rôle de contrôle. Non, mais pas simplement, vous savez. Oui, mais quand le droit d'amendement, qui est un droit individuel, vous l'avez dit, est utilisé de manière abusive, et qu'il constitue en fait un moyen, non pas pour légiférer, pour simplement ralentir les débats, vous pouvez en convenir que les débats rallongent. Même François de Rugy n'est pas favorable à cette limitation du droit d'amendement. Il y a deux choses. Il y a limiter le droit d'amendement à ce qu'il corresponde au texte, qu'il ne soit pas là pour rallonger les débats. Je pense que tout le monde connaît aussi certains amendements parfois qui sont sortis du chapeau, qui n'ont rien à voir avec les textes, qui sont simplement là pour rallonger les procédures. Et puis, il y a une autre disposition qui, en effet, fait plus débat, qui consiste à dire, en fonction de la taille du groupe, de la taille du texte, voilà. Donc ça, on en discutera, voilà. Mais sur la question même du droit d'amendement, il faut bien comprendre que le droit d'amendement, il doit servir à l'intérêt général, à l'amélioration de la loi, et non pas à faire rallonger les débats. Claude Malhuret, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron considère le Parlement comme un mal nécessaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses ? Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron par rapport au Parlement. Il a été ministre, il n'a pas été parlementaire, mais il a été ministre et donc souvent devant le Parlement. Et je pense qu'il
il ne peut pas considérer en démocratie que le Parlement soit un mal nécessaire, ou en tout cas plus nécessaire qu'un mal. Mais je crois que dans cette réforme, il faut distinguer trois choses. Après tout, comme vous le dites, c'était un thème de campagne, il s'y est engagé, donc voilà, qu'il fasse sa réforme. Dans cette réforme, il y a des bonnes choses. Sur lequel tout le monde est d'accord, on va voter ça sans problème. Le CSM, le Conseil constitutionnel, etc., tout le monde est d'accord. Bon, la Cour de justice de la République, ce sont des réformes qui traînent depuis longtemps, effectivement. Il y a zéro problème. Et puis, il y a des choses qui sont, à mon avis, inutiles, ou qui ne sont pas très bien présentées, ou qui ne sont pas très claires, comme disait Roger Carucci. La réforme du Conseil économique et social, on ne voit pas bien où il va et tout. Bon, ce n'est pas un sujet de friction. Et puis, il y a les 3 ou 4 sujets qui posent problème. Le droit d'amendement, c'est simple, hein, on a bien vu. Ce sera abandonné. Enfin, je ne suis pas prophète. Mais enfin, ils ne vont pas tenir sur ce truc-là. Peut-être même c'était là pour pouvoir négocier ça contre autre chose. C'est pas sérieux. Et puis, des choses qui ne sont pas ouvertement dangereuses, mais sur lesquelles il faut des garanties. La baisse du nombre de députés et de sénateurs. Moi, je suis d'un département rural. Il y a une limite. La limite, c'est un député et un sénateur au moins par département. Là-dessus, je pense que le gouvernement devrait... On en a parlé tous avec Édouard Philippe. Je pense que le gouvernement devrait comprendre. Et alors, ce qui m'étonne le plus, c'est que le sujet qui me paraissait à définitive le moins... Enfin, pas le moins, mais pas très, très important, c'est-à-dire les 3 mandats successifs. On a vu que ça concernait pratiquement personne à la fin, que ce soit devenu un petit peu le scrogneux, on est de part et d'autre du jeu. J'espère que là-dessus, on va pouvoir arriver à trouver un accord, parce que c'est quand même pas le sujet principal. Ça concerne 12 sénateurs aujourd'hui, 15 députés. Beaucoup de maires. Beaucoup de maires. Députés. Ah oui, bien sûr. Voilà, on est à 3500, il va falloir sans doute. Mais au total, pour moi, il n'y a pas de sujet sur lesquels on ne peut pas se mettre d'accord. Maintenant, comme le disait Roger Carucci tout à l'heure, est-ce qu'il y a une volonté d'aller à l'affrontement, d'aller au référendum et tout ? Moi, j'espère que non. Je pense aujourd'hui que non, mais j'en suis pas sûr. On va bien voir dans les discussions. Et Éric Kerrouche, je vous repose la question posée à Roger Carucci, puisque c'est bientôt l'heure de vérité. Vous, qu'est-ce que vous en attendez de cette révision constitutionnelle et de cette réforme des institutions ? Ah, mais moi, rien du tout non plus. À vrai dire, personne n'était demandeur d'une révision, enfin pas sous cette forme-là. On a l'impression d'avoir une espèce de pochette surprise dans laquelle on a fourré plein de petites mesures et à la fin on nous la donne et puis débrouillez-vous avec. Le problème, c'est vraiment celui de la finalité. Et là, je vous rejoins, on ne perçoit pas quelle est la volonté finale du gouvernement en la matière, ni du président de la République, à part le fait que manifestement, on a affaire à quelqu'un qui a du mal à supporter la contradiction, les corps intermédiaires, et que bien entendu, si on peut éviter les difficultés, on le fait. Mais on a quand même du mal à comprendre qu'un président qui a une majorité de 310 députés LRM, plus 47 MoDem, je crois, quelque chose comme ça, plus 50 constructifs, donc on se balade à 400 députés sur 577, on a du mal à comprendre que le président de la République, qu'il est en train de nous dire que j'ai du mal à faire passer mes réformes avec tous les moyens dont il dispose et la majorité. C'est incompréhensible. C'est pas le sujet. Je pense qu'on peut tous, en tant que parlementaires, députés et sénateurs, tomber d'accord sur un point. C'est qu'aujourd'hui, l'élaboration de la loi, la revalorisation du rôle du Parlement, qui, en tant que parlementaire, moi je soutiens ce sens de l'action, eh bien, il y a quand même des mesures qui sont nécessaires pour améliorer à la fois le rôle de contrôle, d'évaluation de la loi. Je veux dire, on passe un temps fou dans l'hémicycle aujourd'hui à débattre, à échanger sur la loi, mais jamais la loi n'est contrôlée dans son application, jamais elle n'est évaluée. Regardons pas la réforme qui est proposée qui va changer grand-chose. La réforme ne change rien. À adopter un projet de loi de finances, au début elle est discutée, puis après adoptée. Il y a une semaine qui est consacrée au projet de loi règlement pour l'évaluer. Est-ce qu'il faut rendre malgré tout le Parlement plus efficace, Roger Carucci? C'est aussi la question qui est avancée. Ce que je dis, c'est revalorisons la démocratie en donnant plus de moyens, à la fois notamment à l'opposition. Ça, c'est des mots. Roger Carucci, est-ce qu'il faut un Parlement plus efficace? La réforme de 2008 avait été centrée, elle plaisait ou elle plaisait pas, uniquement sur le travail parlementaire, avec par exemple le fait que c'était le texte fait par la Commission qui arrivait dans l'hémicycle, les droits des groupes d'opposition, etc. Qu'on dise 10 ans après, tiens, on tire les conclusions et on essaye d'améliorer, d'avancer sur l'amélioration du travail parlementaire. Moi, je suis à fond pour. J'ai toujours dit qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été bouclées complètement en 2008. Le problème, c'est que, moi j'en ai parlé aux responsables de l'exécutif, c'est pas l'objet.
en réalité de la réforme. La réforme, elle a ça peut-être en contrepoint, mais il y a la réduction parce que c'est plus populaire, mais il y a les 3 mandats, mais il y a la volonté d'intégrer autre chose. C'est-à-dire qu'en réalité, on est parti de l'idée un meilleur travail parlementaire, mais on veut mettre autre chose pour être plus populaire, et au bout du bout, il n'y a pas de cohérence du texte. Et à partir du moment où vous n'avez pas de cohérence du texte, c'est pas, c'est pas l'objectif d'une amélioration du travail parlementaire qui est l'élément essentiel. Parce que sur le travail parlementaire lui-même, le simple fait de dire réduction de la capacité, je pense bien, Claude Malhuret a raison que ce sera retiré, du droit d'amendement individuel, c'est la négation, enfin. C'est la négation du travail parlementaire. Claude Malhuret, est-ce que c'est une erreur de la part de l'exécutif de vouloir jouer en quelque sorte l'opinion contre les parlementaires, notamment le Sénat? Pour le moment, c'est plus une menace qu'une réalité. Je pense que si ça doit se terminer comme ça, c'est sans doute une erreur. Et c'est surtout un risque. Parce que jouer l'opinion contre le Sénat, par exemple, ça veut dire aller à l'affrontement et aller au référendum. Et on sait tous le risque de ne pas répondre à la question posée. Donc je pense que le gouvernement n'ira pas sur ce terrain. Mais pour revenir à ce qu'on disait il y a un instant, c'est à nouveau, on a l'impression d'une hésitation. D'un côté, cette loi, contrairement à cette réforme, contrairement à celle de 2008, qui augmentait vraiment les pouvoirs du Parlement, il faudrait s'interroger sur est-ce que le Parlement s'en est servi. Parce qu'à mon avis, cette augmentation du pouvoir de contrôle, il ne s'en est pas servi. Et c'est notre faute. Mais là, vous avez d'un côté, comme vous le disiez, des bonnes choses sur le renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement. Puis de l'autre côté, quand même, une réforme qui, si on pèse le pour et le contre, augmente plus les prérogatives de l'exécutif que c'est. Alors, dans une 5e République où l'exécutif a déjà un pouvoir, non pas exorbitant, mais un pouvoir fort, voilà, moi je le vois sans grand enthousiasme, c'est sûr, sur ce plan-là. Ouais. Pierre Persson, est-ce que le gouvernement pourrait avoir recours à une loi organique pour la question du non-cumul dans le temps, ce qui ferait qu'il n'y aurait pas besoin de mettre cette disposition dans une révision constitutionnelle? Ça serait un moyen de contourner le Sénat? Je sais pas, et puis d'ailleurs je ne souhaite pas spéculer sur quel type de véhicule nous utiliserons et quel type de véhicule utilisera l'exécutif. Moi ce que je souhaite c'est discuter du sens des mesures et de revenir à l'engagement. L'engagement, c'est pourquoi nous réduisons le nombre de mandats et nous bloquons à 3 dans le temps. Mais c'est parce que c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen aussi pour rajeunir la vie politique française. Et je ne suis pas d'accord avec vous. Quand je me suis occupé des investitures pour mon parti, eh bien, pendant la campagne présidentielle, le nombre de députés sortants qui avaient plus de 3 mandats, et c'est la règle sur laquelle nous sommes tenus, était plus d'une centaine. Et donc, ce n'est pas vrai. Il y a des députés qui sont parfois étaient présents en 86. Pourquoi faites-vous la même règle? Il y aura une exception pour les maires de communes de moins de 3500 habitants. Il faut dissocier deux choses. Un, de l'engagement en effet bénévole et politique que représente par exemple une petite mairie, que de l'engagement quasiment professionnel qui est un élu qui doit gérer une ville de plus de 3500 habitants. Voilà, bien sûr que oui. Habitants la mairie. Mais ça, c'est vu de Paris. Il faut pas. professionnel. Pour autant, Éric Kerrouche, les socialistes ne sont pas opposés à cette limitation du non-cumul dans le temps. Ah non, moi je suis pas opposé à la limitation du cumul dans le temps. Ça peut éventuellement avoir des effets parce qu'effectivement, je crois qu'en ce qui concerne les parlementaires, c'est à la marge. Mais la question, c'est, je vous le disais, c'est la composition de la salade, du sel, du poivre. On mélange tous les ingrédients et au final, on n'a pas de sens à la réforme à part des effets d'annonce dans lesquels s'est spécialisé le gouvernement. Si je voulais juste rajouter un point sur ce que dit notre collègue député. Je pense que, d'abord, la collectivité corse, c'est forcément dans la Constitution. Donc, c'est forcément une révision constitutionnelle, vous ne pouvez pas faire une loi organique. Deuxième élément, je pense que le Conseil constitutionnel n'acceptera pas le 3 mandats dans une loi organique. Je suis assez d'accord. Il demandera que ce soit une révision constitutionnelle. Je suis assez d'accord. Donc, ça veut dire que la révision est obligatoire, si vous voulez aller au terme, et que vous y mettez la Corse, on ne sait pas très bien ce qu'elle vient faire dans l'équilibre exécutif législatif, vous y mettez le pouvoir parlementaire, et est-ce qu'on y met le pouvoir d'amendement? Enfin, je crains, franchement, je l'ai dit moi au gouvernement tranquillement, si vous allez au référendum, vous prenez un risque énorme. Énorme. Donc, allez au Congrès. Est-ce que vous dites chiche? C'est ce que dit votre collègue Damien Abad. Mais moi, je ne dis pas chiche parce que, après tout, c'est toujours idiot de jouer sur un échec. Je préférerais que le gouvernement comprenne les réalités du Parlement, des élus locaux,
et accepte une voie de passage qui permet d'aller au Congrès et de voter, plutôt que d'aller à l'affrontement au référendum, où à mon avis le gouvernement échouera. Et je vous le dis, et c'est la vérité pour les précédents, quiconque échoue sur un référendum voit son quinquennat terminé. Claude Malhuret, et ensuite je donnerai la parole. Pardon. Oui, moi je suis assez d'accord avec Roger Carucci sur ce plan. Justement parce que c'est ce que vous disiez à l'instant. C'est un inventaire à la Prévert, c'est un peu un fourre-tout. C'est Nicolas Sarkozy, il y a une semaine, lorsqu'il est venu au Sénat, qui a expliqué ça très bien. En disant, si vous allez au référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel comme De Gaulle, si vous allez sur le quinquennat comme Chirac, là vous avez une question nette et précise, et les Français sont d'ailleurs ont montré qu'ils étaient pour, et ils l'ont voté. Mais si vous y allez sur un ensemble de choses comme ça, alors là, ils ne répondent plus à la question. Et comme d'habitude, dans un référendum, le pouvoir est toujours mis en question au bout d'un certain temps. Et donc, le danger... Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Sarkozy l'a très bien expliqué. D'où le fait, moi je suis pour que cette réforme aboutisse, mais qu'elle aboutisse avec bien entendu des bonnes mesures. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut absolument que ce soit au Congrès et que le Sénat et l'Assemblée nationale soient écoutés. J'espère que c'est... Alors qu'on vient de voir, Gérard Larcher qui est arrivé à Matignon, il est reçu, c'est le dernier finalement, à être reçu par Édouard-Philippe Pierre-Persson, puisqu'on parle de Nicolas Sarkozy. Lorsqu'il était au Sénat, il a dit, eh bien moi, quand j'étais chef de l'État, on me qualifiait d'omni-président, il faut croire que j'ai fait école. Est-ce qu'il y a un risque d'hyper-présidentialisation du régime avec cette réforme, Pierre Persson ? Le rôle de la Ve République, ça a été le choix de Debré, c'est du présidentialisme. Alors, en effet, vous devriez relire un petit peu. Non, c'est le présidentialisme. Non, c'est pas vrai. C'est pas. Allez-y, continuez, Pierre Persson. On donnera la parole à Eric Kerrouche. C'est le pouvoir fort du président. C'est un pouvoir exécutif fort. Mais aujourd'hui, on peut en effet pas le nier. L'ordre du jour est déterminé principalement par l'exécutif. Ouais. Donc, non, moitié-moitié maintenant. Ouais. Il y a toujours une personnalisation du pouvoir très forte sous la Ve République. Et ça, c'est normal avec depuis l'élection du président du projet universel. Voilà. Après, c'est une pratique. Le problème, c'est une pratique qui relègue le Parlement dans un rôle second, Roger Carucci. C'est pas un problème en soi. Il a des qualités, bon, je ne vais pas les nier. Mais en même temps, comme il n'a jamais été lui-même parlementaire, il y en a eu d'autres, Pompidou par exemple. Mais il n'a pas cette espèce d'empathie avec le Parlement. Alors voilà, résultat des courses, il doit croire qu'il est celui qui, à partir de l'Élysée, avec ses équipes, fait les réformes, et qu'à la limite, le Parlement, les corps intermédiaires sont des freins. Mais on peut être des compléments et des équilibres, pas des freins. Il n'y a pas d'empathie à avoir avec le Parlement. L'objectif du Parlement, l'objectif de nos institutions, c'est d'être efficace. L'objectif, c'est d'être efficace. C'est pour qu'aujourd'hui, on ne mette pas 2 ans pour qu'une mesure qui est votée, appliquée, entre en vigueur. Il faut donc qu'on soit plus efficace. Le temps de la loi n'est pas plus long en France qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'engendre la Ve République, notamment vis-à-vis de l'opposition ? Elle engendre qu'une forme de radicalisation. On est obligatoirement obligé, en tant qu'opposition, bien sûr, d'exister sous forme de posture. Si on donnait un peu plus de pouvoir à l'opposition en termes de contrôle, en termes d'évaluation... Mais non, mais écoutez, si vous utilisez l'amendement comme étant un moyen de rallonger les débats. Moi, je pense qu'il faut redonner du sens au débat parlementaire en termes d'évaluation, mais bien sûr le Sénat. On se souvient que ni l'amendement qui n'ont rien à voir avec la loi ne dit pas le contraire. Il suffit simplement de regarder les liasses d'amendements. Les Français sont perdus. Le règlement de l'Assemblée prévoit depuis 2008 ce qu'on appelle le temps compté. Mais bien sûr, ça restreint les capacités. Justement, sur ce temps programmé, il faudrait s'en ressaisir, tenter de nouvelles expérimentations. Moi, je ne crois pas là-dessus. Je pense que le temps programmé qui est prévu à l'Assemblée nationale, qui ne s'applique pas au Sénat, parce qu'au Sénat, il n'y a pas de tradition de blocage. Mais c'est pas là-dessus. En revanche, ce qui est prévu par la réforme de 2008 et qui est peu appliqué, et qui va l'être davantage, c'est par exemple le fait que certains textes de loi restent en commission, soient votés par ce qu'on appelle les petits hémicycles. Ça allègera le débat. Mais ce n'est pas de réduire la capacité d'un parlementaire d'amender. Claude Malhuret, ensuite Eric Kerrouche. D'autant plus que moi j'ai été député il y a un certain nombre d'années, et donc je peux comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai pas du tout l'impression... Quand vous comparez à des obstructions aux États-Unis, au Congrès des États-Unis, etc., ou en Angleterre, je n'ai pas l'impression aujourd'hui qu'il y ait une augmentation, un jeu d'obstruction de la part de l'opposition. Même si ça peut paraître très obstructif pour un nouveau député, mais je peux vous dire que dans le temps, je ne le vois pas.
Mais je reprends ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez les lois qui sont pas exécutées au bout de 2 ans, etc. J'aurais bien vu dans cette réforme quelque chose qui me paraîtrait plus utile que la restriction du droit d'amendement, c'est l'obligation pour l'exécutif de publier les décrets, les arrêtés, etc., dans un délai, par exemple, de 6 mois, qui ferait que là, on ne serait pas avec des lois qui, au bout de 2 ans, ne sont pas appliquées. Peut-être d'ailleurs qu'on le proposera dans le débat parlementaire, mais pour moi, ça aurait été plus efficace. Éric Kerrouche, je vais vous citer François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui dit que cette réforme vise à répondre à l'exaspération des Français qui s'est exprimée pendant la présidentielle. Il faut un Parlement plus efficace, dit-il, car ce sont les dysfonctionnements de la démocratie qui font le lit des populismes. Oui, enfin bon, vous savez, les jugements politiques de François de Rugy... Mais il y a une attente forte aussi, peut-être, de la part des Français sur une réforme du Parlement. On va regarder les choses en face. Vous dites aux Français, sur certaines mesures, la réduction du nombre de parlementaires, etc., est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a une grande majorité. Ceci étant, maintenant, quand vous regardez de façon beaucoup plus large la préoccupation des Français, elle est tout sauf institutionnelle. La préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat, le chômage principalement. C'est pas du tout les institutions. Les institutions, c'est périphérique. Alors on peut vouloir faire des choses pour faire des effets d'annonce. Vous faites ça très très bien. Mais c'est pas la perspective. La perspective là, la loi, on met pas plus de temps en France à faire la loi que dans les autres démocraties occidentales. C'est pas vrai. Maintenant, si on avait voulu effectivement aller dans le sens d'un renforcement, j'allais dire, de la fluidité législative, on s'y serait pris complètement différemment. Ce n'est pas la volonté de ce texte d'améliorer la loi. La volonté de ce texte, c'est de minorer la place du Parlement. Point. Il y a aussi un risque peut-être pour les parlementaires d'apparaître comme ceux qui n'arrivent pas à se réformer eux-mêmes, Roger Karoutchi, aux yeux des Français. Mais attendez, qui se lève le matin dans ce beau pays de France en se disant chic, on a réduit le pouvoir d'amendement des parlementaires? Franchement, personne. Peut-être pas leur pouvoir d'amendement, mais leur nombre. Les gens se lèvent en disant j'espère payer moins d'impôts, j'espère trouver un logement, j'espère trouver un emploi, mais ils ne se lèvent pas là-dessus. En revanche, c'est la responsabilité de l'exécutif et du Parlement de faire que la loi soit bien faite, qu'elle soit faite dans des délais raisonnables et qu'elle soit facilement appliquée. Ça, c'est notre responsabilité. Mais là, ça nécessite un dialogue ouvert avec le gouvernement, pas des oukases. Moi, je suis prêt à beaucoup de réformes, je suis prêt à voter bien des choses. J'ai conduit la réforme de 2008 au Parlement. Franchement, je suis prêt à faire beaucoup plus, mais il ne faut pas que ça devienne une espèce d'auberge espagnole où, en réalité, sous couvert de travail parlementaire, on vous fait avaler tout le reste. Ça n'a pas de sens. Rapidement, pour conclure, Claude Malhuret. La conclusion, elle sera donnée d'ici quelques mois, quand on saura si on va au Congrès ou si on va au référendum. Encore une fois, moi je pense que il faut travailler de façon apaisée. On n'est plus comme il y a 30 ou 40 ans dans des oppositions brutales. Il faut travailler de façon apaisée. Il me semble qu'on peut arriver, d'ailleurs c'est manifestement la position de Gérard Larcher, du président du Sénat, qu'on peut arriver à une révision constitutionnelle qui soit négociée, qui soit sous forme de congrès, et j'espère que c'est... Eh bien, on aura la réponse d'ici peu, puisque, je vous le rappelle, Gérard Larcher est en ce moment même dans le bureau d'Édouard Philippe. Et on va aller voir justement comment ça travaille dans l'hémicycle du Sénat, avec vous, Tam Tranui, à l'occasion de l'examen du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Où en est-on dans la discussion ? Écoutez, je vais vous faire un petit point, Delphine, sur les différentes mesures qui ont été adoptées dans ce projet de loi. Tout d'abord, le pilier de ce texte, c'est bien sûr le droit à l'erreur, adopté hier, qui a introduit le principe selon lequel il va être possible de se tromper dans ses déclarations à l'administration sans risquer une sanction au premier manquement tant que l'erreur est commise de bonne foi. C'est désormais à l'administration de démontrer la mauvaise foi de l'usager, particulier ou entreprise, une mesure qui a été également largement modifiée par les sénateurs. Merci à vous, Tam. Et on va tout de suite retourner à Matignon. On écoute François de Rugy qui s'exprime. Ça veut dire une modernisation de nos institutions, la réduction du nombre de députés et de sénateurs, la limitation du cumul dans le temps, la modification du mode de scrutin, différentes propositions de modernisation de la vie politique, et puis aussi une plus grande efficacité du travail politique, une plus grande efficacité du Parlement, dans la capacité à prendre des décisions, mais aussi à évaluer l'action de l'État et des organismes publics. Et puis j'ai senti aussi de la part du Premier ministre une ouverture au dialogue, à la discussion sur un certain nombre de dispositions.
Tout n'est pas arrêté. Le Premier ministre a fait avec le gouvernement un certain nombre de propositions, mais ce n'est pas encore rédigé en projet de loi constitutionnel. Et donc sur la rédaction, il y a manifestement des capacités à discussion, notamment sur les points qui préoccupent les députés, comme par exemple la question du droit d'amendement. Sur la proportionnelle, il se murmure que ce serait une fourchette à minima, 10-15%, loin des 25% que vous demandez, ou que François Bayrou peut demander. Est-ce que vous avez eu des éclaircissements sur ce taux-là, cette dose ? Le Premier ministre, avec le gouvernement, a fait le choix de proposer une fourchette, de dire voilà la dose de proportionnelle qui a été défendue dans la campagne présidentielle, puis dans la campagne des élections législatives. Cette dose de proportionnelle, elle n'avait jamais été chiffrée. Aujourd'hui, elle est proposée entre 10 à 25% des membres du futur Parlement, enfin de la future Assemblée nationale. Là aussi, il y a matière à discussion et je trouve que c'est bien d'avoir commencé à préciser les choses. Et à un moment donné, il faudra bien dire combien il y aura de députés dans la future Assemblée. Nous l'évaluons autour de 400. Et sur ces 400 députés, au lieu de 577, ce qui est une forte baisse, eh bien, combien seront élus au scrutin majoritaire dans les circonscriptions et combien seront élus au scrutin national proportionnel. Et votre avis personnel ? Voilà pour cette déclaration de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, la grève qui paralyse Mayotte depuis 4 semaines en passe d'être reconduite. Après des discussions musclées avec Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, l'accord soumis à l'approbation de la population n'a pas été voté. Adrien Develay. Les 5 heures de négociation mardi soir entre la ministre de l'Outre-mer Annick Girardin et l'intersyndicale de Mayotte ont débouché sur un accord de principe. Celui-ci prévoit des mesures d'urgence, comme le maintien sur place des 60 gendarmes mobiles arrivés au début du mois de mars. La ministre a également proposé un appui de 20 gendarmes et policiers supplémentaires pour renforcer la sécurité. Un crédit de 300 000 € sera également accordé pour la prévention de la délinquance, notamment à travers la vidéosurveillance. Des mesures à plus long terme ont aussi été proposées par le gouvernement. Le gouvernement a entendu la détresse de tous ces parents qui voulaient que les enfants puissent aller à l'école en sécurité, puissent se rendre à l'école, puissent être à l'école en sécurité. C'est la première réponse que le gouvernement a apportée. L'accord prévoit la sécurisation des écoles et des transports, le démantèlement des bandes organisées et la reconnaissance et le financement des associations qui luttent contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Une batterie de mesures spécifiques à la lutte contre l'immigration, principalement comorienne, a d'ailleurs été obtenue par le mouvement de contestation. Celle-ci prévoit la lutte contre les hébergements de complaisance et le recensement des quartiers illégaux, ainsi que la suspension pendant 1 mois des titres de séjour hors renouvellement. Les figures de la contestation doivent maintenant convaincre la base militante. Le mouvement social qui secoue Mayotte depuis près de 4 semaines pourrait prendre fin dans la journée. Et on retourne à la salle des conférences avec vous, Saveria Rojek. À vos côtés, Thani Mohamed Swalihi, c'est le sénateur La République En Marche de Mayotte, vice-président du Sénat. Absolument. On pensait donc se diriger depuis hier soir vers une sortie de crise dans ce conflit qui s'enlise depuis plusieurs semaines. Finalement, l'accord donc n'a pas été signé. Que s'est-il passé? Je précise bien sûr que vous revenez tout juste de Mayotte. Oui, tout à fait. Et à mon départ hier soir, cet accord était acté entre le gouvernement d'un côté et puis les élus, l'intersyndicale qui étaient sur place. Tout avait été mis sur la table à la suite des propositions de la ministre. Et aujourd'hui, je déplore que cet accord ne puisse pas être trouvé. Alors visiblement, l'intersyndicale estime que des points manquent, en particulier sur la sécurité. Tout avait été mis sur la table. Aujourd'hui, les propositions du gouvernement sur la sécurité sont suffisantes, à votre sens? L'intersyndicale estime le contraire. En tout état de cause, lors de ces discussions hier soir, il y avait possibilité d'amender. Et c'est ce qui a été fait. Il y a eu des propositions de la part de la ministre, des contre-propositions de la part de l'intersyndicale et des élus, et tout ceci a été pris en considération. Si entre-temps des choses doivent être rajoutées, il y a des émissaires
que le gouvernement a laissé sur place un ancien préfet de Mayotte, un conseiller d'État, le général qui commande les forces de gendarmerie de l'outre-mer sont restés sur place pour peaufiner cet accord et écouter les doléances d'ici le délai d'1 mois. Alors, je le disais, la situation est particulièrement difficile, particulièrement tendue sur place. Vous avez vous-même été victime hier d'un incident important. Vous êtes retrouvé au cœur d'une altercation. On s'en est pris à vous physiquement. Que s'est-il passé? Alors, la situation est très difficile, surtout pour les Mahorais qui, depuis 4 semaines, sont bloqués. Il y a des pénuries qui commencent à se faire ressentir. L'hôpital ne fonctionne pas. Le petit incident d'hier me concernant, finalement, est anecdotique. Un petit incident anecdotique dans l'hémicycle, c'est ça? En ce qui me concerne, ce n'est pas la chose vraiment à retenir. Moi, si on trouve des solutions à tout ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, c'est le plus important. Et je serais un homme heureux si on sortait très rapidement de cette situation, parce que les Mahorais n'en peuvent plus. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous, Saveria, pour cette réaction en direct. Emmanuel Macron est à Tours pour promouvoir l'apprentissage. 20 mesures ont déjà été annoncées pour attirer davantage de jeunes, dont une limite d'âge repoussée à 30 ans ou encore une revalorisation de la grille de salaire et une aide de 500 € pour passer le permis de conduire. Le détail de ces mesures avec Jérôme Rabier. En présentant sa réforme de l'apprentissage, Muriel Pénicaud a promis une véritable révolution copernicienne. L'objectif du gouvernement est d'augmenter les effectifs d'apprentis, car ces cursus bénéficient d'un fort taux d'insertion dans l'emploi et correspondent à des besoins des entreprises. Des mesures en faveur des jeunes apprentis sont donc proposées, comme une aide de 500 € au permis de conduire, un âge limite porté de 26 à 30 ans et un salaire revalorisé de 400 € net par an pour les plus jeunes. Côté financement, le gouvernement compte donner la main aux branches professionnelles, ce que dénoncent les régions qui gérait jusqu'ici l'apprentissage. Hervé Morin, à la tête de l'association Régions de France, dénonce une privatisation qui conduira à la fermeture de centres de formation d'apprentis, les CFA, dans les zones rurales notamment. En cause le financement renouvelé de ces CFA qui seront subventionnés en fonction du nombre d'inscrits, fragilisant les secteurs peu développés en termes de démographie ou de tissu économique. Mais après un bras de fer avec le gouvernement, les régions ont conservé un pouvoir sur l'ouverture et les investissements dédiés aux nouveaux CFA. Enfin, côté entreprise, une contribution unique de 0,85% de la masse salariale a été arrêtée, remplaçant un système ancien et complexe. Le tout pour tenter d'attirer davantage que les 300 000 jeunes actuellement en contrat d'apprentissage dans le pays. Patrick Liébus, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Patrick Liébus, on vient de le voir avec ce reportage de Jérôme Rabier. Différentes mesures ont déjà été annoncées par l'exécutif. On repousse l'âge limite à 30 ans, on revalorise la grille de salaire, on aide ces jeunes en apprentissage à passer leur permis de conduire. Est-ce que vous pensez que ces mesures vont permettre d'augmenter le nombre d'apprentis en France? Ça accompagnera la montée des apprentis, plus d'apprentis possible par rapport à certaines mesures. Mais une des mesures principales par rapport à cela, c'est l'orientation des jeunes. Pour arriver à ce qu'un jeune devienne apprenti, il faut déjà qu'il soit orienté vers l'apprentissage. Et là, il y a un énorme travail à faire. Donc, après, il y a des mesures d'accompagnement qui sont satisfaisantes parce que ces jeunes vont trouver dans l'apprentissage ce qu'ils recherchent. Ils auront des salaires corrects. Ils pourront entrer en apprentissage plus tard. Mais il y a des conditions d'adaptation entre un jeune qui a 16 ans et quelqu'un qui a 30 ans. La formation, l'apprentissage est différente. Mais malgré tout, ces mesures sont importantes. Mais pour quelle raison? La vraie question, c'est pour quelle raison en France 25% des jeunes sont au chômage? Tout simplement parce qu'il y a un problème d'orientation. Si on l'oriente mieux, il y aura plus de jeunes qui rentreront dans différents métiers, dont l'apprentissage. Ouais, ce problème d'orientation, c'est aussi un problème culturel. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a 3 fois plus d'apprentis. Comment on peut faire justement pour sortir de ces blocages culturels et peut-être mieux orienter les élèves vers l'apprentissage? Tout d'abord, il faut parler de ces métiers. Expliquer que ce sont des métiers qui ont des vraies valeurs ajoutées, que ce sont des métiers où l'on peut avoir une carrière. Il faut l'expliquer aux jeunes. Ces métiers, pourquoi aller dans l'apprentissage? Quel est l'intérêt d'aller dans l'apprentissage dans ces métiers de l'artisanat? Parce qu'il y a derrière des possibilités. Puis ensuite, il faut que l'éducation nationale prenne conscience de passer les bons messages à ces jeunes pour leur dire
d'avoir le bac. C'est très bien d'avoir le bac, et aucun problème. Mais derrière, est-ce qu'il y aura forcément une activité? Est-ce qu'il y aura forcément un emploi? Pas forcément. On voit les résultats. Ces jeunes qui se retrouvent sans emploi. Donc il faut accompagner l'apprentissage, redorer l'image de l'apprentissage. En tant que responsable d'organisation professionnelle, on a des systèmes d'information, de communication. On communique de plus en plus sur l'apprentissage. Il faut que le gouvernement, l'État, nous aide aussi à communiquer pour expliquer pourquoi ces métiers ont de l'avenir. Certains apprentis se retrouvaient aussi souvent sans maître d'apprentissage, avec des problèmes aussi de place dans les CFA. Est-ce que la réforme du gouvernement va permettre d'apporter une réponse à ces problématiques? Alors, la réforme pourra apporter des réponses. Déjà, s'il y a eu moins d'apprentis qui sont entrés dans notre secteur, c'est en rapport surtout du manque d'activité. Derrière, maintenant, il faut que l'orientation, je l'ai dit, soit faite, mais aussi l'accueil de ces jeunes. C'est-à-dire que les centres de formation doivent s'adapter aussi à l'accueil des jeunes. Ils doivent pouvoir entrer à tout moment dans l'apprentissage, de façon à ce qu'ils s'insèrent dans le monde du travail par l'intermédiaire de l'apprentissage. Là, encore une fois, c'est un rôle entre les régions, l'État et les organisations professionnelles, les entreprises globalement. Justement, vous parlez des régions. Région de France s'inquiète de la disparition de certaines offres de formation, notamment en zone rurale. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez? En zone rurale, bien entendu, qu'il manque certains métiers qui ne sont même plus abordés en formation, en apprentissage. Bien sûr que c'est une véritable inquiétude. Moi, zone rurale ou quartier sensible oui, au quartier sensible. Vous avez des secteurs où il n'y a pas d'activité qui se génère par rapport à ça. Et justement, ça tient aussi au fait qu'on ne parle pas suffisamment de ces métiers. Dans les zones sensibles, il y a des jeunes qui peuvent très bien travailler dans des métiers manuels, parce que le manuel et l'intellectuel, ça fait partie aussi de la démarche de l'apprentissage. Mais encore une fois, il faut leur expliquer, il faut les accompagner, il faut les motiver. La liberté de création des CFA, auparavant, était du ressort des régions. Là, Région de France nous dit qu'il y a aussi un risque, finalement, qu'on ferme certains CFA. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a pas véritablement de risque de fermer les CFA. Il y a plutôt nécessité d'avoir les bons CFA aux bons endroits pour les bons métiers. Et je crois qu'entre, justement, les régions de France, ceux qui sont en charge de la formation et de l'apprentissage, et en même temps l'État, trouvons les bons moyens. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où ce sont des conflits politiques qui vont freiner les démarches. Moi, les régions ont un rôle important à jouer. J'ai toujours dit, et je reconnais que les régions ont joué un rôle important au développement, à la création de centres de formation. Ils doivent continuer de jouer un rôle, mais tout ça en co-organisation avec l'État et ceux qui sont en charge d'accompagner l'apprentissage, de façon à éviter que certains puissent avoir des monopoles et qu'on trouve des équilibres pour donner le vrai résultat. La recherche réelle, c'est de passer d'un apprentissage actuellement qui a été plutôt en baisse, un apprentissage qui va s'accentuer dans des meilleures conditions, et ça on peut le trouver, je crois, intelligemment entre les pouvoirs publics, l'État, les régions et les représentants des organisations qui gèrent cela, de façon à ce que ces jeunes trouvent réellement un emploi par l'apprentissage. Autre changement qui va bouleverser aussi l'apprentissage, c'est finalement chaque apprenti sera financé par un contrat, ça sera décidé au niveau national. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Alors là c'est la même chose, il va falloir regarder les choses, parce que entre les annonces et la mise en place, il y a toujours des écarts. Donc il faut qu'on voie vraiment, qu'on regarde vraiment quel sera le principe de la façon dont c'est fait. Parce que normalement, l'apprenti, il y avait une subvention qui était donnée au CFA pour former un apprenti. Là, les choses vont être un peu différentes de cela. Il faut faire très attention, parce que dans certains métiers, pour bien former des apprentis, il faut des moyens supérieurs que dans d'autres métiers. Parce qu'il y a de la matière première, il y a besoin de machines, il y a besoin d'équipements. Donc là, encore une fois, il va falloir qu'on fasse très attention. Il ne faut pas retirer des moyens là où ils sont nécessaires pour faire un apprentissage de qualité. Vous le rappeliez, l'apprentissage reste très efficace pour l'insertion des jeunes dans la voie professionnelle? 96% des jeunes qui sont passés par le système de l'apprentissage ont un emploi, soit dans l'entreprise qui les a formés, soit dans une autre entreprise, parce qu'ils sont montés en compétences. L'apprentissage maintenant est reconnu d'utilité publique, si je puis dire, parce que c'est réellement cela, parce qu'on insère, on réinsère et on l'amène vers l'emploi des personnes qui, sans ce système de l'apprentissage, ne pourraient pas aller vers l'emploi. S'il a été choisi d'aller jusqu'à 30 ans, c'est pas un hasard. Ça veut dire que cette voie royale de l'apprentissage, elle est utilisée maintenant au-delà de l'âge qui était jusqu'à présent. C'est la réponse au chômage des jeunes, selon vous?
c'est une réponse au chômage des jeunes. L'apprentissage est une réponse au chômage des jeunes. L'orientation, l'apprentissage, si ces deux critères sont mis en place, s'il y a un bon accompagnement des centres de formation, s'il y a des moyens pour faire de la formation, on doit pouvoir faire baisser le taux de chômage en France des jeunes. Eh bien, merci beaucoup Patrick Aliédus d'avoir été l'invité de Sénat 360. On en vient à présent au projet de réforme de la SNCF. Le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire a été présenté ce matin en Conseil des ministres. C'est un premier pas vers un bouleversement profond de la SNCF et plus largement du rail français. Il pourrait également paralyser le pays. Demain, les syndicats se réuniront pour trancher sur l'appel à la grève. Samia Dechir. Les grandes lignes de la réforme étaient déjà connues. Elles ont été confirmées ce matin au Conseil des ministres avec la présentation du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Il prévoit l'ouverture à la concurrence. Pour les lignes à grande vitesse, c'est le modèle du libre accès au réseau qui a été retenu. La SNCF continuera à proposer ses offres TGV et des nouvelles entreprises viendront proposer des offres supplémentaires. C'est donc plus de TGV pour les voyageurs. Pour les lignes TER, en revanche, une entreprise ferroviaire pourra remporter l'exploitation totale d'une ligne sur appel d'offres des régions. L'autre grand volet de la réforme, celui qui fâche, c'est la question du statut des cheminots. Un statut que le gouvernement ne souhaite pas maintenir dans le recrutement des nouveaux agents. Les cheminots que je rencontre me disent que le statut, c'est la contrepartie des contraintes particulières liées à nos métiers. On est en train d'ouvrir le secteur à la concurrence. Ça veut dire que demain, il y aura d'autres entreprises ferroviaires avec des salariés faisant les mêmes métiers. Ces contraintes, il est clair qu'elles doivent être portées au niveau de la branche, de la convention collective, dans un souci d'équité. Le texte aborde également le futur statut de l'entreprise qui pourrait devenir une société nationale à capitaux publics. Pour tous ces changements, le texte autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. L'exécutif promet de poursuivre la concertation avec les syndicats. Pas de quoi rassurer l'intersyndicale pour l'instant. Elle décidera demain d'un éventuel mouvement de grève reconductible. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Keller. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR du Bas-Rhin. Face à vous, Ronan Dantec. Bonjour. Vous êtes sénateur rattaché au groupe RDSE, sénateur de la Loire-Atlantique. Merci d'être avec nous. Et sénateur écologiste. Frédéric Marchand, bonjour. Vous êtes sénateur La République En Marche du Nord. Et Olivier Jacquin, bonjour. Merci d'être avec nous. Sénateur socialiste de la Meurthe-et-Moselle. Fabienne Keller, on a entendu ce matin Elisabeth Borne estimer que le gouvernement veut modifier la SNCF sans toucher à son caractère public. Est-ce que ça vous paraît deux objectifs conciliables? Oui, ce sont deux objectifs conciliables qu'il est important de respecter, donc nous serons vigilants. Il est clair que la SNCF a besoin de se réformer. Il faut qu'elle soit prête à assurer un service de qualité. Les voyageurs n'en peuvent plus. Par contre, sur certains aspects, nous ne pouvons pas être d'accord. Je pense par exemple aux petites lignes qui font l'objet de beaucoup de réactions des élus locaux. C'est d'abord un drôle de concept. Enfin, il y aurait des lignes qui ne seraient pas aussi honorables que les autres. Et puis surtout, le train, c'est l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet d'organiser les lieux de travail, les lieux de scolarité, les déplacements de nos concitoyens. Donc c'est important de considérer que la SNCF a bien une mission publique de desserte des territoires. Oui, peut-être avant de continuer sur ce point, un mot sur le recours aux ordonnances, peut-être avec vous, Ronan Dantec, puisqu'on voit que le gouvernement veut aller vite. Là aussi, est-ce que c'est la bonne méthode? Non, évidemment que non. Je crois qu'aujourd'hui, on avait le temps ou l'opportunité d'un vrai débat sur ce que vient de dire Fabienne Keller. Parce que on va tous dire qu'il faut préserver les petites lignes, c'est un enjeu d'aménagement du territoire. Je l'ai dit ici même lors de la dernière émission. Mais je pense qu'on avait justement l'opportunité d'un débat parlementaire un peu approfondi sur c'est quoi une petite ligne, c'est quoi la solidarité nationale qui permet de financer ces lignes. Pour ça, il faut du temps parlementaire, du temps de travail, il faut des rapporteurs. Eh bien, on ne l'aura pas.
Et je crois que ça va être une vraie frustration. En plus, on va évidemment avoir un débat extrêmement crispé, puisque on dit la SNCF va rester une grande entreprise publique, même si elle change de statut, mais il n'y aura plus le statut de cheminot qui va avec l'entreprise publique. Donc on est bien dans quelque chose qui ne va pas être très très clair. Donc moi je pense que le passage par les ordonnances n'est pas évidemment pas la bonne solution, et qu'on va se priver d'un temps de débat nécessaire, parce qu'on ne va pas être dogmatique. Est-ce que toutes les petites lignes fonctionnent? Il y aura peut-être de la concertation. On va poser la question à Frédéric Marchand, ce qu'a dit la ministre. S'il y a une avancée dans la concertation, eh bien, on pourra, sur certaines dispositions, ouvrir la voie à un débat parlementaire par voie d'amendement. Le scénario tel qu'imaginé avec le recours aux ordonnances, moi, ne me choque pas, et d'ailleurs, le contraire vous surprendrait. Et quand j'entends dire qu'on va confisquer le débat parlementaire, pardon de dire qu'aujourd'hui, le débat parlementaire aura lieu. Et la particularité du débat, c'est qu'en plus, il va être enrichi par le processus de concertation qui a démarré, avec un engagement du gouvernement qui est de dire, effectivement, on a aujourd'hui un cadre général qui est tracé, et au fur et à mesure des discussions, des concertations, on enrichira le projet de loi par le biais d'amendements qui pourront être déposés. Je pense qu'on n'a plus le temps d'attendre aujourd'hui. On n'a plus le temps. On a une ouverture à la concurrence qui va démarrer dans les faits en 2019 pour les lignes commerciales. Donc il est vraiment temps d'agir, et je pense que le temps qui va être aujourd'hui proposé au Parlement, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale et du Sénat, permettra d'ailleurs, et je pense qu'il faut aussi sortir de certains clichés. C'est vrai que les petites lignes sont une question, mais les petites lignes, on pourra aussi en reparler dans le cadre du grand débat de la loi d'orientation sur les mobilités. Puisqu'on a derrière cette loi, sur ce nouveau pacte ferroviaire, cette autre opportunité que de reparler de transport. Alors, avant de vous donner la parole, Olivier Jacquin, puisque Jean-Cyril Spinetta a été auditionné ce matin ici au Sénat, et il a précisé le calendrier. On l'écoute. Sur les rames autonomes et les solutions techniques non envisageables, c'est un sujet, monsieur le sénateur, que je n'ai pas regardé. Je disposais d'un temps. Au début, j'aurais 1 an, puis 6 mois, puis finalement, ça a été 3 mois. Donc, j'ai malheureusement pas pu examiner tous les sujets. Je le regrette. Il y en a un certain nombre qui sont restés sans avoir été réellement examinés. Alors, Olivier Jacquin, on réécoutera peut-être tout à l'heure Jean-Cyril Spinetta sur le calendrier. Vous inquiétez justement de cette fermeture des petites lignes. Vous avez co-signé une tribune dans le journal Le Monde sur ce point. Oui, tout à fait. En plus de traiter la question par ordonnance, avec les défauts que mon voisin vient d'évoquer, on jette le débat aux régions, sans dire avec quels moyens, quelles garanties de financement elles pourront traiter ces questions-là. De la même manière, on jette en pâture le statut du cheminot comme s'il était le problème de fond de la réforme, alors que l'endettement de la SNCF est la résultante de décennies d'injonctions paradoxales des gouvernements qui à la fois disaient plus d'économies à la SNCF, mais plus de TGV. Donc on a une situation effectivement qui pose une vraie question, même si la réforme de 2014 avait permis des avancées substantielles. Je ne sais pas comment demain vont faire les régions. Alors cette tribune qu'un collectif assez vaste signe s'appelle « Réserver le ferroviaire aux seules grandes villes » ne ferait que créer de nouveaux territoires abandonnés de la République. On pose la question bien évidemment de l'aménagement du territoire, mais aussi du potentiel d'avenir du ferroviaire, eu égard à la question importante des transitions climatiques, notamment énergétiques, transition civilisationnelle. Cette question n'a pas été abordée par M. Spinetta, qui pose un rapport de pleine cohérence en termes économiques, financiers et comptables, mais ces questions-là, il ne les pose pas bien. Il n'y a pas de petites lignes et de petits territoires. On est français ou on ne l'est pas. C'est pas parce qu'on habite dans une agglomération qu'on peut prendre le train. C'est un peu court comme approche. Peut-être votre réponse, Fabienne Keller, et notamment sur la dimension environnementale. C'est vrai que c'est important aussi de maintenir certaines lignes. Sinon, les gens vont devoir prendre leur voiture pour se déplacer, ce qui risque d'augmenter. Oui, nous avons un formidable réseau ferroviaire. On en a même 2, puisqu'on a le réseau ancien et le réseau TGV. Le pire serait de ne pas l'utiliser, de ne pas faire circuler de nombreux trains. On sait bien que c'est un mode de transport plus respectueux de l'environnement et qui permet d'organiser le lien entre les territoires. Mais il y a quand même une question qui sont les surcoûts d'exploitation aujourd'hui. Le changement de statut, c'est un principe de réalité. Il faut se mettre à des conditions économiques qui sont raisonnables, de manière à avoir un coût d'exploitation du transport en chemin de fer raisonnable, ce qui permettra de le développer. Sur les petites lignes, nous souhaitons tous les défendre, mais là aussi, il va falloir être réaliste, regarder les choses, maintenir un grand nombre de lignes qui nous semblent importantes pour le territoire ou parce qu'elles sont fréquentées, ou le seront dans une vision d'organisation des territoires que nous portons. Et puis d'autres devront peut-être être gérées différemment,
notamment grâce aux nouveaux modes de transport. Donc c'est ce réalisme que moi je voudrais souligner. Je ne suis pas choquée par l'utilisation des ordonnances. Nous aurons un débat peut-être sur l'essentiel d'ailleurs, qui est la vision du gouvernement sur le ferroviaire. Je crois que c'est ça qui aujourd'hui manque un peu. Quelle volonté d'investir, de porter, une volonté de desservir les territoires avec le train, et puis quelle volonté de maintenir quand même une bonne desserte par le TGV. Je voudrais insister sur le fait que le TGV aujourd'hui irrigue pas mal les territoires, et l'idée qui apparaît dans le rapport Spinetta de ne plus desservir, je pense que c'est dépouiller des territoires qui se sentent Ronan Dantec et ensuite Frédéric March. Le problème, c'est qu'on a au moins 3 débats en même temps. Et que, donc, tout est lié, c'est en à la fois tout est lié, mais il faut vraiment qu'on tienne les différents débats. Il n'y a pas de négociation sur le statut des cheminots, il y a suppression. Ce qui veut pour dire les nouveaux que... entrants. Les nouveaux entrants ont un nouveau statut, ce que la Deutsche Bahn, l'opérateur allemand, a fait il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Moi, je vois pas de nouveau statut pour l'instant. Je vois des nouveaux salariés de la SNCF qui seront au statut général. Et un statut qui va rester, qui du coup sera peu modifié. Moi, j'ai l'impression qu'on va vers ça. Ce qui n'est pas une bonne solution. Moi, je reste convaincu d'abord que notre pays en souffrance a besoin d'un service public fort. Et le statut des cheminots, c'est une forme de statut public. Et qu'effectivement, il y avait à négocier des évolutions de statut. Il faut qu'il évolue effectivement ce statut. On voit quand même que les métiers ont évolué. Pour tous. Notamment en matière de pénibilité. Une entreprise comme la SNCF, où il y aura des statuts différents, ça ne marchera pas. Et c'est pas comme ça qu'on fera le plus d'économies. Donc je pense que le gouvernement contourne l'obstacle qui était la discussion sur l'évolution du statut. Et avec des points du statut, moi je ne suis pas pour que rien ne bouge, mais que finalement on va faire l'impasse sur cette discussion en passant par le fait que les nouveaux salariés ne seront pas au statut. C'est comme ça que c'est présenté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Spinetta ce matin a dit 2-3 trucs intéressants, et effectivement les habilitations, c'est pas comme une loi classique. On peut avoir des amendements, mais uniquement du coup sur les chapitres que le gouvernement a choisis. C'est ça l'habilitation. Donc il y a plein de pans de la discussion sur le ferroviaire qui ne seront pas dans la discussion parlementaire. Il ne faut pas dire que c'est la même chose. C'est ça la logique des ordonnances. Or, la question de ce financement des petites lignes et de l'aménagement du territoire est centrale. Si c'est pour filer aux régions le coût des petites lignes, puisque c'est un peu l'impression qu'on en a, il n'y a plus de solidarité nationale, il y a des régions riches. Ça va revenir aux régions, l'État se désengage finalement. Ça ne va pas du tout. Non, l'État ne se désengage pas. Moi, je vois au contraire une belle opportunité pour les régions que de se saisir à plein de leur rôle d'autorité organisatrice. Arrêtons de tourner autour du pot. On sait que le problème essentiel aujourd'hui, s'agissant de l'utilisation des sillons ferroviaires, c'est la problématique des péages. Alors imaginons demain la création d'un cercle vertueux qui fasse en sorte qu'effectivement, que sur telle ou telle ligne, ça a été abordé par Jean-Cyril Spinetta ce matin, c'est aujourd'hui abordé par d'autres, qu'en matière de péage, on puisse avoir une tarification qui soit davantage intelligente qu'elle ne l'est aujourd'hui, et qui permettra, dans le cadre du cercle vertueux, d'arriver à une finalité qui fait que finalement tout le monde va faire des économies. Donc si je peux juste finir là-dessus, parce que c'est un point important. Dire que les péages seront adossés au chiffre d'affaires des lignes et plus effectivement à la ligne elle-même, est une vraie bonne évolution. Donc on n'est pas pour dire tout est mal. Donc ça, c'est quelque chose qui a été dit ce matin qui est intéressant, qui va dans le sens de la solidarité nationale, condition qu'on ait une grande entreprise réseau. Ça ne marche que dans ce cas-là. Donc ça, moi je suis pour. Parce que là, c'est justement pas les régions. Parce que la région Hauts-de-France n'a pas les mêmes moyens que d'autres régions. Olivier Jacquin, effectivement. Transférer la compétence, il faut la péréquation. Travailler sur les péages ou d'autres ressources, ça va dans le bon sens. Allez-y, Olivier Jacquin. Mais on est d'accord avec Ronan. Les régions, on les étrangle financièrement sur leur politique générale. Et là, on va leur repasser cette patate chaude et coûteuse, un problème politique extrêmement complexe. On craint effectivement une France à 2 vitesses. Certaines régions qui pourront se payer le train, et puis d'autres qui vont se payer de la voiture. Avec toutes les conséquences qu'il y aura derrière. Et l'approche est assez déplaisante de ce principe-là. Il y a un principe dans le ferroviaire, Jean-Cyril Spinetta le dit très bien, et son rapport est intéressant de ce point de vue, c'est le principe de péréquation. Toutes les lignes ne sont pas rentables, et actuellement on a un système qui fait que le Paris-Lyon redonne à
une petite ligne parallèle classée 7 à 9, ces fameuses lignes fragiles. Demain, plus on va morceler, plus on va rendre la péréquation difficile au sein d'une région, mais entre les régions françaises. Et cette question-là, elle est très très mal traitée. Vous avez vu, il y a une petite coquille, Monsieur Spinetta, qui est sympathique, on l'a vu parler et répondre à une question qui était intéressante. Un collègue lui demandait, est-ce que vous avez imaginé que demain, il pourrait y avoir des véhicules autonomes, c'est-à-dire des trains autonomes sur les lignes ferroviaires? Il était en train de répondre qu'il n'a pas eu le temps d'examiner cette possibilité, mais il a dit qu'il y avait là, effectivement, pour l'évolution à long terme du ferroviaire, certainement une possibilité extrêmement intéressante, notamment sur les petites lignes. Je travaille sur ces questions-là dans le cadre de la prospective. On a des potentialités qu'il ne faudrait pas ficher en l'air sous prétexte qu'on n'entretient plus les lignes, que l'offre baisse, et moins on entretient, plus l'offre qualitativement elle baisse, et moins il y a d'usagers sur les lignes. Partout en Europe, il y a eu des expériences de redynamisation du ferroviaire par une augmentation de l'offre, et là les usagers reviennent. Fabienne, oui, je voudrais... péages qui ont été baissés. Sur la question des petites lignes, je voudrais un peu clarifier le débat. Les régions sont déjà en charge du déficit d'exploitation de ces lignes. Mais l'État et la SNCF financent l'entretien de ces lignes. Or, ce qu'on a constaté sur la dernière décennie, c'est que des lignes ont vu leur vitesse maximale baisser. Des temps de transport qui ont, c'est incroyable, qui ont augmenté. Donc là, c'est un vrai sujet sur lequel il faudra obtenir un engagement, c'est-à-dire qu'il y ait un investissement important pour non seulement régénérer certaines lignes, mais rattraper le temps perdu et le fait que, alors là on est un peu technique, mais des lignes qui étaient classées 3 ou 4 sont devenues 7, 8, 9, c'est-à-dire de très mauvaise qualité technique, supportant très mal le poids des trains et donc avec des vitesses limitées importantes. C'est ainsi qu'on a pas mal de collègues qui, pour rentrer chez eux, prennent plus de temps désormais qu'il y a une dizaine d'années. Frédéric Marchand, on a aussi le sentiment finalement que le gouvernement a mis en avant ce statut de cheminot comme un statut privilégié, peut-être aussi pour l'opposer à l'opinion. Je ne suis pas sûr que le gouvernement ait mis en avant la question du statut des cheminots comme étant l'alpha et l'oméga de la réforme ferroviaire. Effectivement, je pense qu'il y a une exploitation derrière, mais c'est bien normal. Ou l'oméga, on ne pas les deux. mais je ne suis pas sûr que ce soit le fait du gouvernement. La réforme du statut des cheminots... C'était perçu comme une provocation, justement, oui, mais bien évidemment, à l'intérieur de la SNCF. On sait que les syndicats vont se réunir demain pour savoir s'ils appellent à la grève. Je pense qu'à partir du moment où vous avez décidé de vous attaquer, entre guillemets, à un sujet aussi emblématique que celui du service public ferroviaire et qui est celui de la SNCF, pardon de le dire, mais la SNCF, c'est un peu le bijou de famille de tous les Français. Il faut aujourd'hui réconcilier les Français avec le service public ferroviaire et je pense qu'il faut aussi réconcilier les cheminots avec la SNCF. Et donc, effectivement, est-ce que c'est en réformant le statut des cheminots qu'on aura une meilleure qualité de service public? Non, ça n'est pas qu'en réformant le statut des cheminots qu'on aura une meilleure qualité de service public. C'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre et Elisabeth Borne ont demandé au président de la SNCF de présenter un nouveau projet d'entreprise pour faire en sorte qu'on puisse avoir une SNCF qui va devoir affronter, parce que l'élément clé dans tout ça, c'est l'ouverture à la concurrence. On peut se raconter ce qu'on veut, on y va à l'ouverture à la concurrence. Ne faisons pas ce qu'on a fait avec le fret, ne ratons pas le virage de la concurrence et donnons-nous tous les moyens de réussir cette concurrence. Roland Dantec. Oui, mais Frédéric, parce que nous, on est un peu plus loin du gouvernement. Donc, il y a bien dans les cartons du gouvernement le fait de garder de la solidarité nationale forte, de la péréquation financière sur les petites lignes. Bien évidemment. On est d'accord. Mais parce que nous, on a regardé la loi dans l'habilitation, c'est pas marqué. Ça va faire partie des sujets. Ça va faire partie où alors? C'est où? Ça fera partie des sujets qui seront évoqués, qui vont être évoqués dans le cadre des concertations, sachant que non, mais c'est pas dans la loi, donc je veux bien qu'on concerte. C'est à Bercy, c'est en loi de finances. C'est ni à Bercy ni en loi de finances. Ça n'est pas un sujet. Ça n'est pas un sujet aujourd'hui qui est dans la loi, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même le sujet socle. C'est le sujet socle, mais ça n'est pas le seul sujet. Il y a effectivement les lignes dites conventionnées, qui sont entre guillemets ces fameuses petites lignes, et après les lignes commerciales. Donc c'est dans le projet de la SNCF. Non, mais c'est sur ce sujet qu'il nous faudra obtenir des engagements clairs du gouvernement. On ne peut pas accepter une réforme qui nécessite. Mais on les aura, je pense, sans engagement du gouvernement sur son volontarisme pour le développement du ferroviaire et le maintien de lignes sur lesquelles on ne pourra pas garder tout à nouveau, mais sur lesquelles on ne peut pas accepter l'idée de désarmer. Olivier Jacquin, je voudrais qu'on vous entende aussi sur le risque de blocage, puisque je le disais, il y aura une décision des syndicats demain sur un appel à la grève qui pourrait éventuellement durer et paralyser le pays. Oui, parce qu'il y a des questions extrêmement importantes qui restent à poser tant sur le statut des cheminots que sur
le type de libéralisation qu'on veut apporter. Je tiens à signaler que l'Europe, le 4e paquet ferroviaire, n'impose pas à tout prix. Il donne des clauses dérogatoires aux possibilités de libéraliser. Libéraliser, c'est pas forcément améliorer. Il y a eu des échecs patents dans le monde. Il y a eu un échec patent en France, c'est la libéralisation du fret ferroviaire, et ça n'est pas une garantie. Il y a 1000 questions à poser sur le type de libéralisation partielle, totale, ce qu'on appelle l'accès libre ou bien des principes de franchise. Et le gouvernement a tranché. C'était pas dans le programme du président. Il n'y a pas eu de débat. Et je pense qu'on fera entendre d'autres voix, d'autres manières de faire. Je voudrais redonner une note optimiste, madame. On a un réseau ferroviaire qui propose les billets de train parmi les moins chers d'Europe, même si c'est trop cher au quotidien de prendre le TGV. C'est une réalité, c'est démontré dans les rapports. Et on a aussi un réseau de TGV qui est performant, qui est reconnu comme tel. Il ne faut pas tout casser. Alors effectivement, il y a certains RER le matin, c'est pas rigolo du tout d'être dedans. Il y a des problèmes de régularité, etc. Je suis nous sommes, je crois, tous pour une amélioration du service public ferroviaire, mais pas une casse telle que on peut l'imaginer. Il faut arrêter avec ces slogans. Frédéric Marchand, ça va être une casse du secteur ferroviaire. Arrêtons un peu avec ces slogans et essayons un peu de dépasser nos positions et nos positionnements idéologiques. Je le disais tout à l'heure, le service public ferroviaire, il mérite mieux que ce qu'on peut entendre de la part de certains aujourd'hui. C'est une question d'aménagement du territoire, on l'a dit, ça on partage. Mais arrêtons effectivement de nous lancer à la figure la casse du service public. Ça n'est pas vrai, la SNCF va devenir une société anonyme à capitaux publics. Le côté public privé après. Mais non, c'est pas privé, on privatise rien. Moi, je voudrais vraiment témoigner comme mes collègues. J'apprécie beaucoup le service ferroviaire, je prends beaucoup le train, j'écoute beaucoup les usagers. On a de formidables compétences à la SNCF. Mais on a un statut, il y a eu des tentatives de réforme depuis 25 ans qui échouent. Il faut que la société puisse, l'entreprise SNCF puisse se moderniser. Elle l'a déjà fait. Et cette réforme va réussir? On voit quand même une opposition très forte des syndicats. Je l'espère. Et je pense que la SNCF doit aussi travailler en interne. Vous le rappeliez, c'est la demande aussi de la ministre vis-à-vis de Guillaume Pépi, pour dresser des perspectives en termes commerciaux, en termes de services, en termes d'accueil en gare, un sujet qui m'est cher, pour que ce soit plus confortable, plus agréable. Il y a des questions de sécurité qui sont absolument prioritaires. Mais il faut aussi moderniser ce statut qui est ancien, qui est dépassé, et qui est très coûteux, et avoir un nouveau statut qui ne sera pas un statut lambda, qui sera un statut des transporteurs publics, qui est assez protecteur pour les nouveaux entrants dans le système. Il faut accepter cette entrée dans le 21e siècle. Moi, je lis ce qu'il y a pour l'instant dans le projet de loi d'habilitation. Alors, ce n'est pas le projet de loi des ordonnances, c'est l'habilitation qui permet d'aller vers les ordonnances. Rapidement. C'est dans ce cadre que sera notamment confirmé l'arrêt des recrutements au statut des nouveaux agents. Il n'y a pas de question de nouveau statut, c'est la fin du statut. Mais oui, mais s'il y avait nouveau statut, ça pouvait être... S'il y a nouveau statut, ça peut être le même statut pour tous les agents. Ça ne marchera pas avec la cohabitation de plusieurs statuts. Et l'enjeu aujourd'hui... Merci messieurs. On va parler d'une autre réforme et elle vous intéresse aussi, c'est la réforme constitutionnelle, puisque Gérard Larcher est à Matignon, où nous attend Oriane Mancini. Oriane, le président du Sénat, qui est entendu en dernier, c'est la fin des consultations, par Édouard Philippe. Oui Delphine, Gérard Larcher qui est arrivé ici aux alentours de 17h15. Ça fait donc maintenant près de 3/4 d'heure qu'il s'entretient avec Édouard Philippe. Et Gérard Larcher, c'est l'homme qui dit non à cette révision constitutionnelle. En tout cas, sur les points touchant au Parlement et au territoire, c'est un véritable bras de fer qui s'est engagé entre lui et l'exécutif, avec un point de crispation principal, une ligne rouge, la limitation du cumul des mandats dans le temps. Pas plus de 3 veut l'exécutif, sauf pour les maires des communes de moins de 3500 habitants. Une atteinte à la liberté des citoyens de choisir leurs élus, dit Gérard Larcher. Et puis l'autre point de crispation pour le président du Sénat, c'est la représentation des territoires ruraux. Alors s'il n'est pas opposé à la baisse du nombre de parlementaires, il veut que le département reste la circonscription d'élection, et il se méfie d'une réforme qui pourrait éloigner les élus des citoyens. Et cette révision constitutionnelle,
elle donne les moyens à Gérard Larcher d'exprimer ce qui fait l'essence même de sa politique, la défense des élus, des territoires et du bicamérisme. Et à Emmanuel Macron, qui serait tenté de lui faire un procès en conservatisme, Gérard Larcher répond: on n'a pas mandat de nourrir l'anti-parlementarisme. Le Parlement doit se réformer, mais on n'offre pas le Parlement en cadeau à l'opinion. Et preuve que malgré le bras de fer entre l'exécutif et Gérard Larcher, Édouard Philippe, il prend quand même soin du président du Sénat. Il a été consulté à de nombreuses reprises. Et vous l'avez dit, c'est à lui qu'Édouard Philippe a réservé son dernier entretien sur cette révision constitutionnelle ici à Matignon. Merci beaucoup, Oriane, d'avoir été en direct tout au long de cette édition avec nous depuis Matignon pour nous faire vivre ces consultations. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour une nouvelle émission. On va plus loin. Très bonne soirée et à demain.